Et c'est bon. Ok. C'est parti. Parce que moi j'ai mis un petit truc à côté. Je suis arrivée à ce point, mais je n'ai pas décidé. Je préfère. J'ai déterminé. C'est dommage, je pense que demain cette année. Cette semaine. Moi, j'ai envie de peut-être pas. Comme ça. Ouais. Et puis après, il faut écrire la tête. Il fait exprès. C'est dommage parce que ça c'est. Tu vas être là c'est mardi. Merci d'être là pour cette seconde conférence de Dany Laferrière, la seconde des trois qu'il va faire cet été. Il a feuilleté déjà la première partie de son œuvre hier. Je pense qu'il va feuilleter la seconde partie cet après-midi. Et là, je te cède la parole, Dany. Ah oui, merci. Bonsoir. Oui, c'est ça. Donc, alors, les thèmes que je vais aborder naturellement aux conférences, c'est un bien grand mot. C'est une causerie, une sorte de conversation où c'est moi qui parle seulement. Je me souviens que quelqu'un disait à propos de Malraux, il disait qu'il faisait un monologue où il entendait l'objection. Donc, si vous objectez, je vous entends dans votre tête. Bon, voilà. Alors, on a vu avec les livres, quand je n'étais pas encore écrivain, il y avait encore ces livres qui racontaient mon parcours. L'odeur du café, c'est l'enfance, vous l'avez vu. Le charme des après-midi sans fin, dans cette petite ville de province de Petit Goave, avec ma grand-mère. Et puis aussi, naturellement, l'arrivée à Port-au-Prince. Et je vous ai parlé des sens et des sensations, comme quelqu'un a dit l'autre jour, c'est-à-dire l'odeur de la gasoline de Port-au-Prince qui contrastait avec l'odeur des feuilles et des paysans de Petit Goave. Vous savez, les paysans ont l'habitude de se frayer, si on veut dire, dans la nature, et ils mangent beaucoup avec des feuilles et ils finissent par suer. Et cette odeur-là qui m'a fait penser qu'ils étaient des arbres qui marchent. Et à Port-au-Prince, c'est autre chose, c'est cette gasoline, vous l'avez vu, avec le goût des jeunes filles, des livres stridents, si l'on peut dire, comme La chair du maître. Et c'est pas la chair comme si le professeur, une chair de classe, c'est la chair du maître, c'est-à-dire le goût de l'esclave pour la jeune fille de la plantation. Dévorer la chair du maître, telle était l'obsession de l'esclave. Mais dans le livre, on a vu plutôt que c'était l'obsession de la fille du maître. Et peut-être, je vous lirai une petite scénette qui parle de ce rapport-là, quand même. Hein. Il y avait très loin de la France et dans cette colonie dont Conrad avait dit à propos d'un endroit en Afrique que c'était un avant-poste du progrès, le dernier avant-poste du progrès. Et non, naturellement, il y a des femmes, les femmes de colons, les filles de colons, et puis les colons qui travaillaient pas beaucoup, qui circulaient à cheval, et puis ces nègres, ces esclaves qui travaillaient dur, donc il y avait beaucoup de muscles. Donc on imagine bien qu'il y a dû y avoir des désirs fulgurants qui traversaient les champs de canne à sucre. Et j'ai toujours imaginé cette jeune fille qui de la fenêtre regardait ces hommes huilés, musclés, noirs dans ces champs en train de travailler. J'imagine qu'elles ne sont pas faites de bois. Bon, alors ça a donné la chair du maître. Le cri des oiseaux fous, c'est de longues nuits de la dictature valérienne que j'ai condensé 20 ans de dictature en une nuit et qui annonçait mon départ à Montréal et l'arrivée à Montréal et l'arrivée en Amérique. Alors aujourd'hui, ce sera écrire le présent, écrire l'Amérique. Bon, la différence est totale.
Chez moi en Haïti, je l'ai dit, je dormais dans la chambre de ma mère, et pas loin, des fois dans le lit de ma mère, parce que la maison est surpeuplée et tout le monde dort avec tout le monde d'une certaine manière. Et j'arrive maintenant dans une ville, et ce qui distinguait les maisons en Haïti, c'est que on a des maisons, en tout cas chez moi, où il y avait une porte d'entrée, une porte à l'arrière, 2 portes sur les côtés et 4 fenêtres. Alors la porte à l'arrière, c'est parce que c'est une ville très politisée et avec une situation économique désastreuse aussi. Si vous avez des créanciers qui viennent vous emmerder ou des opposants politiques, vous pouvez toujours passer par l'arrière. Quelqu'un vous avertit et vous filez par l'arrière pour éviter les créanciers comme les opposants politiques et parfois les alliés politiques qui sont aussi des créanciers. Alors, donc vous voyez, c'est une maison ouverte, tout est ouvert. Et brusquement, je me retrouve dans une chambre à Montréal. On était là. L'arrivée conique de la dérive douce. Dans cette chambre particulièrement faite, c'est-à-dire la porte d'entrée, c'est aussi la porte de sortie. C'est comme si par où vous mangez, c'est par là où vous chiez. C'est effrayant. C'est inacceptable. C'est pas humain, c'est pas un corps normal. Et il y avait une petite fenêtre à l'arrière. Et moi, je dormais dans ce lit, naturellement, avec un objet étrange. J'avais la tête près de la toilette et mon pied tout près du réfrigérateur, qui est un objet absolument étrange, que je ne connaissais pas. En tout cas, je le connaissais, mais pas dans ma rue. C'était le réfrigérateur. C'est une idée absurde, hein, l'idée de garder la nourriture chez soi. L'idée de savoir que la nourriture est en train de dormir pendant que vous êtes en train de dormir aussi. L'idée de savoir qu'il peut y avoir assez de nourriture pour qu'on puisse s'endormir avec de la nourriture dans le même endroit que soi. C'est comme penser qu'un tigre dormirait avec sa proie et tout à côté. Ce sont des choses très absurdes que je découvrais en même temps. Et cette découverte va me former, puisque ce qui est intéressant... Oui, venez donc, mademoiselle. Vous avez un mot de votre mère? J'imagine. Non. Et oui, alors vous voyez, il faut me voir brusquement dans cette petite chambre très fermée, et qui va définir quelque chose d'extrêmement précis et important pour moi. Il y avait un espace en Haïti commandé par Duvalier, dont le pouvoir de Duvalier. Duvalier, c'est l'ensemble des gens qui acceptent son pouvoir, qui participent. Ce n'est pas un individu. Un individu ne pourra jamais gouverner un pays, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui. Et c'est pas lui qui délègue les pouvoirs, c'est eux qui lui ont délégué un pouvoir presque de droit divin qui permet d'agir en son nom. Donc ce nom-là s'appelle Duvalier, mais il n'a rien à voir avec l'individu lui-même. Et ce n'est pas très important l'individu, c'est cet appel du pouvoir dictatorial qui est créé par une situation économique désastreuse, une situation de famine aussi, et qui rend dépendant tous les individus. Alors, légère et rapide description de cette dictature avant de retourner dans la chambre. Vous allez voir, ma conversation va se faire toujours comme ça, avec des digressions. La dictature et la démocratie, l'exemple parfait que je connais, c'est un Haïtien et un Québécois qui vont à la banque à Montréal, et la banque ferme à 3 heures. Alors l'Haïtien arrive à 3h15, il s'obstine à frapper à la porte pour qu'on puisse l'ouvrir, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi on ferme à 3 heures? Pourquoi pas 3h30? Parce que lui, il est arrivé à 3h15, ça devrait être fermé à 3h30, ça n'a aucun sens. On sait que les gens travaillent, les gens finissent à telle heure, pourquoi? Et tout ça, il frappe. Il sait bien qu'il ne pourra pas passer, mais on vient lui dire, puisque c'est ça le pays du Québec, il faut quand même qu'on parle aux gens, qu'on ne peut pas le laisser entrer. Parce que la banque est fermée. Il met son pied et il discute. Une demi-heure, finalement, il s'en va parce qu'on ne peut pas, les caisses sont fermées. La démocratie du côté du Québec, c'est le Québécois, lui, il arrive à 3h05 et la banque est fermée et bon, c'est sa faute. Il aurait pu arriver plus tôt, voilà, il regarde sa montre pour être sûr. Oui, eh ben oui. C'est comme ça. Et quelque part, cette présence physique, cette présence, cette volonté forte de l'individu qui oblige à ce qu'on vienne s'expliquer, même s'il a tort, c'est une force magnifique dans un pays.
ça questionne le système même, les codes établis, mais quand ça se multiplie sur l'ensemble de la population, ça crée une population tellement forte et dense que pour le diriger, il faut être soi-même un plus fou, c'est-à-dire quelqu'un qui peut arriver à 6 heures et obligé à ce qu'on puisse le servir. Donc, d'où ces mouvements de volonté énormes. Alors que le Québécois, il arrive, il est d'accord avec les règles, avec les institutions, il se dit demain, je reviendrai, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas de combat, il ne frappera pas la vitre, on n'appellera pas la police pour lui, il ne créera pas de désordre dans la ville. Mais ce désordre-là, on en a besoin, d'où le fait que les Haïtiens sont bien reçus au Québec, ils viennent créer un petit peu de désordre. Et en même temps aussi, il faut protéger les institutions. Donc voilà un peu, en dehors de la politique, et le rapport avec la dictature. Ce sont de trop faibles personnalités individuelles qui finissent par exiger une personnalité encore plus forte et plus absurde qu'elle. Et en plus, par s'étendre littéralement aussi, parce que si vous devez être président de la République, mettons pas un excès de conscience, vous dites la situation est trop grave, je ne veux pas être candidat et être président, eh bien, vous aurez des problèmes chez vous. Votre mère voudra que vous... Elle n'en a rien à foutre que vous soyez président, mais elle veut être la mère du président. Votre cousin qui habite à Petit-Goâve voudrait être le cousin du président qui habite à Petit-Goâve. Parce que c'est un titre, hein. Ah oui, c'est le cousin du président qui habite à Petit-Goâve. Et vous avez toute une sorte de tribu de gens qui vont s'agrafer autour de ce pouvoir-là et qui exigent que vous soyez le centre de cela et que vous leur donnez une légitimité dans la vie quotidienne. Donc vous voyez, on est pris. Et quand tout ce monde-là vit sur une petite île, donc vous voyez un peu la réalité. Retournons à mes petites chambres maintenant. Cette réalité massive, compacte, qui se fait à Port-au-Prince, je viens de me retrouver moi, seul, un individu. Imaginez un Haïtien seul. Il va diriger un pouvoir quand il est seul et unique membre, et il est le peuple et le dictateur. Mais c'était moi dans la chambre. C'était moi dans ma chambre. Dans cette petite chambre étrangement faite, où brusquement je me suis posé la question, quel est l'événement le plus important de ma vie jusqu'à présent? Et jusqu'à présent, quand on est en Haïti, c'est la dictature. C'est le dictateur, c'est le fait qu'on vous interdit, et ce que le poète Jean Brière appelle les horizons sans ciel. Vous n'avez plus d'horizon. Et voilà que je me pose la question, et la réponse a été exactement différente. Je me suis dit, non, l'événement le plus important dans ma vie en ce moment, c'est que je suis dans cette petite chambre, seul, pour une fois. Je n'ai pas cette masse de gens pour ou contre Duvalier autour de moi. Je n'ai pas l'obligation de prendre constamment des positions politiques. Je veux, peut-être, j'ai une chance de faire quelque chose de personnel. Peut-être qu'il se passera quelque chose d'étrange dans cette chambre, c'est-à-dire la création d'un individu. Il me faut 2 éléments qui n'existent pas à Port-au-Prince. Il me faut un espace singulier, personnel, particulier, et la solitude. La solitude va être doublée parce que je suis arrivé en été, quand viendra l'hiver. Un homme seul dans une ville d'hiver est un homme vraiment seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se nourrit de ses souvenirs. Et moi, d'abord, il faut le dire, j'ai travaillé à l'usine pendant un certain temps, mais après, je vais penser à écrire ce que je ressens, et ce que je ressens se trouve un mélange, une mixité entre ma vie présente quotidienne et la vie et mon passé récent, puisque je venais juste de quitter Haïti. Et ces 2 temps-là se bousculent avec une sorte un mouvement continu, incessant. Mon premier extrait. Alors je vous raconte tout simplement sous un autre mode ce que je viens de vous dire là. À l'époque, j'habitais un meublé surchauffé à Montréal et je tentais d'écrire un roman afin de sortir du cycle infernal des petits boulots dans les manufactures en lointaine banlieue. Mes voisins étaient de jeunes clochards, imbibés de bière, qui n'avaient pas assez d'argent pour la cocaïne. Le crack n'avait pas encore envahi les quartiers pauvres de la ville. Je retrouvais le samedi soir les copains d'usine dans une discothèque que fréquentaient des femmes qui auraient pu être nos mères. J'avais 23 ans. C'est la promesse de l'Amérique
à ceux qui partent travailler avant la lumière du jour et reviennent le soir manger un spaghetti tout en regardant un mauvais film à la télé. Je voulais la même promesse que l'Amérique fait à ses gosses surprotégés des quartiers huppés. À l'usine, je ne valais pas tripette, ne sachant rien faire de mes mains, sauf écrire. On oublie qu'écrire est un travail manuel. Peut-on se mettre tout d'un coup à écrire un livre sans fréquenter aucun groupe littéraire, ni même un club de lecture? Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, mais écrire est différent de lire. L'écrivain et le lecteur sont aux deux extrémités de la chaîne. La machine. Je suis allé au coin de la rue acheter une vieille machine à écrire que je voyais depuis un moment dans la vitrine de brocanteur. Je ne voulais pas écrire ce roman à la main. Je vivais dans cette partie du monde qui a fait sa fortune à l'aide de la machine. Je voulais être un écrivain contemporain et non un de ces paysans du tiers-monde encore à l'âge de la roue. C'était une vieille Remington 22 en bon état. Elle s'est retrouvée sur la table de cuisine à côté d'une corbeille de fruits. Je tiens ce goût des fruits de ma nature caraïbéenne. J'aime l'odeur suffocante des bananes trop mûres et des mangues jaunes qui m'agressent dès que j'ouvre la porte. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé devant la machine à écrire pour écrire ma première phrase. J'ai attendu la suite tout l'après-midi. Je ne savais pas encore qu'il n'y avait rien de plus épuisant qu'une première phrase. Si elle passe, le reste du livre suivra. J'ai passé l'été à écrire avec un seul doigt, tout en me nourrissant de fruits et de légumes. J'étais devenu un véritable athlète de l'écriture. Après un mois, j'ai compris que j'étais davantage un sprinter qu'un marathonien. J'étais plus à l'aise dans la phrase brève, les dialogues vifs et les commentaires ironiques que dans les longs développements et les interminables descriptions de paysages. La douleur. J'avais décidé de ne pas trop souffrir durant l'écriture de ce roman. Comme ouvrier, j'estimais qu'écrire ne pouvait être qu'une recréation. On évoquait autour de moi la souffrance de l'écrivain, mais je ne me sentais pas jamais concerné. À la radio, durant une émission sur la littérature, un célèbre écrivain affirmait qu'on ne pouvait pas écrire si on n'avait pas souffert. Un autre ajoutait que l'écriture elle-même exigeait sa part de douleur. Il ne parlait ce jour-là que de souffrance. J'avais l'impression qu'il connaissait beaucoup plus le mot que la réalité. Sur ce plan, j'avais acquis mes titres de noblesse. Je venais de quitter une dictature délirante pour devenir ouvrier dans une Amérique du Nord où le noir était encore un citoyen de second ordre. Plus haut, c'était respirable, mais dans les bas-fonds de la classe ouvrière, les matins sont toujours gris et les ciels bas. À partir de cette vie quotidienne difficile, je voulais créer un univers aussi pétillant qu'une coupe de champagne. Je lisais Francis Scott Fitzgerald, totalement fasciné par la grâce qui émanait de sa personne, et cela même dans des situations intolérables. Il me donnait l'impression d'avoir décidé un jour qu'il était un personnage de roman. Et c'est ce que j'entendais devenir. Alors voilà pour les motivations de ce désir d'écrire. Je voulais créer un univers dans lequel je me sentirais, je connaîtrais le bonheur que je rêve. Je voulais créer cet univers dans cette petite chambre. Pour cela, il fallait régler certains problèmes, je dirais psychologiques. D'abord, éliminer le sentiment qu'en écrivant, ce qu'on appelle, je pourrais, les états d'âme de l'écrivain du tiers-monde. C'est-à-dire ce sentiment que, n'étant pas en Haïti, ne faisant pas face au feu de la vie, c'est-à-dire la misère, la dictature, les fusils, la torture, je devais me sentir mal, que j'avais tort de cela. Ça, c'est le premier problème. L'enlever de moi-même, ce sentiment. Les femmes, on m'a dit, connaissent ça, ce genre, la culpabilité. Culpabilité sans sens, sans raison. Alors, je l'ai enlevé, j'ai travaillé dur pour cela, je l'ai extirpé de mon cœur, une épine, épine par épine, jusqu'à presque à un moment donné, à une sorte de lucidité granitique, quelque chose de presque un rocher. J'étais devenu très dur là-dessus. En quoi cela peut-il changer quelque chose de la vie des gens en Haïti si je me sens un peu heureux à Montréal? Pour cela, j'ai fini par découvrir cette expression où je me disais que ce que le dictateur veut absolument,
ce que tout dictateur, ça n'a rien à voir avec la dictature politique, ce que tout être de pouvoir veut, c'est qu'on soit complètement obsédé par lui, qu'on le déteste ou qu'on l'aime. C'est qu'il devienne le centre de votre vie, l'élément attractif de votre vie. C'est qu'il vous oblige à tourner de lui comme si vous étiez un astre mort autour du soleil, de son pouvoir. Ce que je voulais, bien humblement, c'était de récupérer ma vie, de changer d'orbite. C'est-à-dire, la chose la plus subversive que je connaisse, c'est d'être heureux en dehors de la dictature, en dehors de tout pouvoir. De tout faire pour l'être, en tout cas. C'est la seule possibilité de sortir de ce cercle de feu. Pour moi, c'était quelque chose. Donc, chaque fois que j'étais content, on dirait que c'était une journée que je volais à la dictature et non une raison de me sentir coupable. Non une raison, c'est un combat. C'est un combat. Ça, c'était extrêmement important. Donc, j'avais fini de régler ce premier problème. Il me fallait faire face à un autre problème moral, mental, qui était le racisme. Vous savez, le racisme n'est pas un problème. C'est tous les gens qui veulent vous aider qui sont le problème. Ah, Dani, tu n'as pas vu ce qui s'est passé l'autre jour? On a arrêté un noir au coin de la rue. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? C'est une affaire qui concerne la police, les gens, et les gens qui ont mauvaise conscience qu'on arrête des noirs. Moi, je suis à la fois la maladie, je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. Pourquoi ça doit me concerner qu'on arrête un noir? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, au contraire. Ça concerne surtout ceux qui ne devraient pas être arrêtés, ne pourraient pas être arrêtés. C'est-à-dire, il fallait que je m'enlève de ces situations obsédantes qu'on me tente sous le nez sans arrêt. Des choses qui vous absorbent, qui vous obsèdent. Vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours... Et quand vous ne l'êtes pas, on vous demande de l'être. Vous n'avez pas vu ce qui se passe en Haïti? Ce pays, qu'est-ce que vous pensez? Ça va changer quelque chose? Mais je ne suis pas là! Je suis à Montréal, j'essaie d'aller acheter des bananes au coin de la rue. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous savez, ça prend beaucoup pour changer Haïti, surtout pas moi en ce moment. Donc, si vous voulez faire quelque chose, je me suis dit, il faudrait bien d'abord avoir l'esprit en paix, pouvoir occuper l'espace que vous occupez et devenir ce que tout écrivain doit devenir s'il veut écrire une œuvre, qu'elle soit subversive, romantique, traditionnelle ou révolutionnaire, mener une vie bourgeoise. C'est-à-dire une vie calme, même dans votre pauvreté, une vie régulière, avoir un régime. Si vous mangez trop l'après-midi, vous allez faire une longue sieste. Si vous faites une longue sieste, vous allez perdre la soirée, vous n'allez pas écrire. Vous êtes dans l'examen, vous devez reconnaître ça. Surtout que vous mangez 3 fois par jour ici. Donc, c'est ça, celui qui... Donc, ça veut dire pour moi, c'était extrêmement important de commencer ce travail du corps, de concevoir la littérature non pas comme un luxe ou quelque chose qui va vous arriver comme une sorte de, comment on dit, une inspiration ou des choses comme ça, mais de concevoir comme, je l'ai dit hier, on a écrit avant de commencer à écrire. Il faut commencer par éliminer les problèmes. J'ai éliminé le problème de la dictature, je n'ai pas éliminé la dictature, j'ai éliminé la dictature dans mon espace. J'ai agi en mauvaise foi. J'ai des arguments de mauvaise foi. Il n'y a rien de plus extraordinaire que les arguments de mauvaise foi. S'il n'y avait pas ça, on serait mort déjà. Les arguments de mauvaise foi. J'ai éliminé le problème du racisme, qui sont des problèmes où l'on vous interpelle constamment par un argument de mauvaise foi. Je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. Que d'autres personnes qui ne souffrent pas du racisme s'occupent du racisme. C'est une maladie, c'est un cancer qui touche toute la population. Ce n'est pas à moi de le régler parce que je le subis. Ce serait trop. C'est double emploi, ça s'appelle. Donc, je l'ai éliminé. Maintenant, j'ai fini avec la culpabilité aussi. Si je suis heureux, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Parce que pour finir avec la culpabilité, c'est le plus dur. Il faut maintenant faire face à tous les gens qui vous disent comment ça se fait que vous soyez à l'aise comme ça pendant que votre pays coule. Oui, vous aussi, hein, vous savez, ce sont des humains. Hein, comment ça se fait que vous soyez à l'aise pendant qu'Haïti coule? C'est-à-dire, tout le monde vous ramasse.
Il va y avoir un autre petit problème encore, c'est, même positivement, hein, il y a quelque chose au Québec qui s'appelle, un peu partout, qui s'appelle le choc culturel. Le choc culturel, c'est le choc dont je vous ai parlé, passer d'une société extrêmement extravagante de dictature à une société où je n'ai pas vu un seul policier quand j'étais arrivé pendant 2 jours. Je me dis, bon Dieu, que fait la police? Et passer, je ne suis pas obligé de dire Vivonnet l'évêque, parce que je les vois à la radio comme en Haïti. Donc passer de cela, ça a été un tel choc, mais le choc au Québec, c'est l'hiver. Le choc, c'est pas moi. Pas du tout. Je ne savais pas que la glace, que l'hiver faisait si froid. Mais je m'attendais à ce que ce soit différent. Le choc, c'est mes voisins québécois qui sont tellement étonnés de voir que je n'ai pas de choc. Qui passent leur temps à me dire, mais tu n'as pas le choc culturel. J'ai dit, mais à la fin j'ai compris, j'ai dit, mais oui. C'était comme si ce truc, nous on avait peur, hein. C'était comme si c'était leur affaire. Ils étaient là la première fois qu'il y a eu une chute de neige, et je regardais par la fenêtre, je vois tout le monde en bas en train de me faire, pour que je descende, pour que je sois sous la neige, pour qu'ils voient comment un Haïtien qui vient d'arriver se trouve sous la neige. Mais ils avaient tellement d'appétit, ils voulaient tellement ce spectacle, que j'ai fait semblant d'être impressionné et étonné par la neige. Mais vous savez, l'étonnement dans la vie quotidienne, ce n'est pas du tout les grands événements, c'est les détails. L'étonnement pour moi, parce que je suis en train dans cette petite partie où je vous parle, d'appréhender l'espace. L'étonnement pour moi, c'était pas cela. La chose la plus étonnante qui m'était arrivée en débarquant en Amérique, c'était la clé. Vous ne pouvez pas savoir, c'est quelque chose ça fait près de 37 ans que j'ai toujours une clé dans ma poche. Ça vous semble tout à fait normal d'avoir une clé dans sa poche. Il n'y a aucun Haïtien en Haïti qui a une clé dans sa poche. Quand je dis que j'ai une clé dans ma poche, les gens se disent, une clé, mais pourquoi faire? J'ai dit, pour ouvrir et fermer la porte. Ah bon, vous avez besoin de ça. C'est pas qu'on laisse la porte ouverte, c'est que c'est la vieille femme dans la maison qui ouvre et ferme la porte. C'était ma grand-mère quand j'étais. C'est elle qui se lève la première et qui se couche la dernière. Je n'ai jamais vu, durant 23 ans en Haïti, une porte fermée. Il y a toujours quelqu'un qui dort après moi et qui se lève avant moi. C'est ça, l'irresponsabilité du jeune intellectuel en Haïti. Bon, je n'ai jamais vu une porte, je n'ai jamais franchi une porte de par moi-même. Quelqu'un l'ouvre, quelqu'un la ferme pour moi. Et maintenant, je me retrouve avec la clé. Qu'est-ce qui se passe naturellement? En une semaine, je l'ai perdu 5 fois. C'est $5, hein, d'une concierge. À chaque fois. $5. Mon argent de travail était passé dans cette histoire de clé. Je ne comprenais pas cette idée de la voir dans la poche. À chaque fois que je la sortais, je la regardais avec un étonnement croissant. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je découvre que cette clé était ma liberté et non la clé d'une prison. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation de rentrer chez soi. Virginia Woolf en a parlé dans une chambre à soi. Je ne connaissais pas ça, une porte fermée, une chambre. Je n'avais pas de chambre. Je ne connaissais personne qui avait une chambre. Tout le monde dormait un peu par là, et puis le matin, tout le monde se retrouve, et puis après, on s'épapille. Notre chambre, c'était la rue, la ville. Puisqu'on n'a pas de chambre particulière, donc on a la ville à soi. Donc tout le monde sortait. Donc là, je me retrouve dans une chambre, je me retrouve dans une porte fermée, et je me retrouve avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Deuxième extrait. C'est pas une conférence, on dirait une pièce de théâtre. Même moi, je suis tout étonné. Alors, deuxième extrait, je suis dans cette ville, et je vais découvrir, puisque à force d'être chez soi, il faut quand même sortir. Je vais découvrir cette ville. Rien de plus extraordinaire qu'un homme seul dans une ville. Un noir, c'est même mieux. Quand quelqu'un vous regarde et qu'il n'attend rien de vous, et qu'il croit que si vous mendiez au coin de la rue, il croit que vous êtes né pour ça. C'est magnifique comme liberté. Si je mendie au coin de la rue de Port-au-Prince, en moins d'une demi-heure, je vais avoir 4 personnes, mais c'est le fils de Marie.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ce garçon a été à l'école. Hein? Sa mère lui a payé s'est sacrifiée. Donc, vous avez tout un problème. Vous ne pouvez pas mendier en paix. Donc, quand vous êtes dans une ville, vous pouvez tout faire et vous vous retrouvez seul. Et un éloge de cette pauvreté. Je suis assis sur un banc, dans un petit parc fleuri du quartier italien, à regarder passer les filles. Le soir tombe, seul et pauvre, je peux donc jouir à ma guise de ce crépuscule rose. J'habite maintenant dans le quartier italien. Le propriétaire se trouve juste au-dessous. Il bénéficie comme ça de la cave et de la cour. Antonio fait du vin dans la cave et plante des légumes dans la petite cour. Il m'apporte chaque semaine quelques tomates et une bouteille de mauvais vin. Cela a duré jusqu'à ce qu'il apprenne que j'étais l'amant de sa fille, l'ardente Maria. C'est Antonio qui m'a trouvé ce travail dans la petite entreprise de son cousin. Il me traite comme si j'étais son fils, alors que je couche avec sa fille. Je suis rentré un peu tard. Maria était assise dans l'escalier. Elle s'est rangée contre le mur pour me laisser passer. J'ai ouvert la porte. Cette odeur de laitue pourrie me gifle de plein fouet. Je suis allé directement au réfrigérateur pour sortir quelques tomates que j'ai mangées avec du pain sec, tout en dégustant une bouteille du vin d'Antonio. J'allais allumer la télé quand je fus pris d'un doute. J'ai entrebâillé doucement la porte. Maria était encore dans l'escalier. Je suis sorti et je l'ai fait rentrer. Le lendemain, elle avait apporté sa brosse à dents qu'elle a placée près de la mienne. Maria chante le matin en faisant du café juste avant de rentrer chez elle sur la pointe des pieds. Antonio dort tard et se lève tard. Son mauvais vin fait qu'on l'entend ronfler jusque dans ma chambre. Antonio se rase à midi avant d'aller s'asseoir devant l'église pour évoquer avec ses vieux amis les histoires de leur village. Il se dispute encore le cœur de jeunes filles mortes depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu des immigrants italiens en train de parler de jeunes filles mortes depuis. Maria m'a raconté l'histoire de son père qui a dû quitter le village parce qu'elle a engrossé une jeune vierge. Le père de la fille s'est juré sa mort et l'enfant, c'est moi, fait-elle, avec un sourire dans la pénombre. La mère a traversé l'Italie avec une petite fille pour le retrouver ici. Elle est morte de chagrin il y a 2 ans, quand elle a compris qu'Antonio ne retournera jamais en Italie. On a fait un barbecue dans la cour. Antonio me demande d'aller chercher du vin dans la cave. Maria m'a suivi. Quand nous sommes remontés, il y avait sur ma robe une large tache de vin. Antonio n'a rien vu, mais quelqu'un a sûrement remarqué un pareil détail. Marcello. Je crois qu'on est perdu parce qu'il est parti. Il m'a dit qu'il attendait dehors. Marcello dit qu'il vient de Milan, mais les autres affirment que c'est un gars de Palerme. Il termine toujours son boulot une demi-heure avant tout le monde. Il entre aux toilettes pour ressortir rasé, costumé, parfumé, un bouquet de fleurs à la main. Regardez, c'est Marcello qu'Antonio veut pour Maria. Elle veut partir avec moi. J'ai dit calmement à Maria de ne pas se servir de moi pour faire face à son père. Je marche seul. Alors c'était cette vie singulière d'un jeune, j'avais 23 ans, d'un jeune homme dans une grande ville où il pouvait changer d'appartement et comme il veut. Alors cette vie quotidienne, on va l'évoquer parce qu'elle est déterminante dans ma situation, dans ma condition d'écrivain. Alors cette condition ouvrière, puisque en arrivant à Montréal, je n'avais pas de papier, j'étais un immigrant, mais je n'étais pas un réfugié politique, ce que je voulais être, et je n'avais pas de résidence. Donc j'étais presque en situation de limbo, et n'ayant pas de papier pour travailler, je devrais travailler au noir. Alors j'étais payé directement. Et le premier travail que j'ai eu, je travaillais à l'usine, c'est des peaux de vaches, et on faisait des carpettes, des tapis avec. Alors, mon travail, il y avait de la viande dessus, et il fallait enlever, et il mettait le truc sur un crochet. Alors, t'as dit comment faire? Il faut changer la pile. C'est nous et la technique, ça fait déjà. Il faut changer la pile. Ouais. Il avait une pile. Quel bonheur. Alors oui, je disais que... Alors il y avait comme un truc,
une sorte de barre avec des crochets et où étaient accrochés les peaux de vache. Et c'est arrivé sur moi, je venais d'arriver, il fallait que je l'enlève, que je mette sur une guillotine et que je jette dans un truc le reste. Alors, on m'envoyait rapidement. Et le but, c'était que je me fasse couper le bras. Mais pas parce que les gens étaient méchants, pas du tout, pas du tout. C'était parce qu'il y a eu un type qui s'était fait couper le bras. Voilà. Mais c'est pas mal quand même. C'est la première fois qu'un Algérien répare quelque chose. C'est pas quelque chose pour un Haïtien. C'est le Sud. Power, South Power. Ah oui, c'est ça. Alors les types, ils me voyaient ça assez vite pour que j'ai le bras coupé, parce qu'au début de la semaine, il y avait un type qui avait eu le bras coupé. Donc, le type s'était dit, s'il y en a 2 accidents dans la même semaine, le boss serait obligé de changer de machine, parce que la machine était vieille. Mais moi, je n'étais pas intéressé à être celui qui va provoquer le changement de machine. Alors finalement, j'ai expliqué au type carrément, j'ai dit, je suis écrivain, vous savez, hein, j'étais journaliste, puis donc moi, si vous faites ça, c'est sûr, je vais avoir les 2 bras coupés. Ça, c'est sûr. Hein. Et ils m'ont changé d'endroit, et ils m'ont mis juste à l'arrière. Mais j'aurais dû rester. Alors, à l'arrière, c'est qu'on prend la peau de vache, on la plie en 4, on le met dans un sorte d'entrepôt, et moi, après 15 jours, c'est à moi d'ouvrir la peau et d'enlever les vers qui se trouvaient là. Bon, c'est amusant quand tu fais 1, mais quand tu fais 12 heures de travail par jour, c'est ça. Et c'est une fois d'ailleurs, je marchais dans l'usine. C'est une usine qui était en dehors de la ville, à Valleyfield. Et une petite voiture qui circule, les petites voitures, ils m'ont frappé. Je suis allé à l'hôpital, ils ont refusé de me recevoir tellement je puais. Mais au début, c'est embêtant parce que, comme ils n'avaient pas compris qu'il fallait mettre un masque, enfin, vous voyez. Alors, c'est ça que je faisais comme travail. Mais, quelque part, j'avais 23 ans. Je trouvais ça extraordinaire parce que je savais dans ma tête que ça allait devenir un livre. J'étais là en train, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu l'accident, parce que j'étais constamment en train de me dédoubler, de me voir, et j'avais tout un discours sur moi-même, ouvrier, vous savez, on était tous un peu de gauche en Haïti, donc j'avais tout un discours, c'est ça la condition ouvrière. Alors voilà, je vais en parler de manière précise, mais au fil du temps, parce que le temps passe et le temps érode, je commençais à être découragé. Est-ce pourquoi, un jour, je l'ai dit, j'ai arrêté, et je suis allé voir le boss, comme je l'ai dit à la fin de ce livre, et je lui ai dit que je quitte pour devenir écrivain. Il faut vraiment, souvent, une rupture. C'est une rupture qui demande une force de concentration, mais c'est une rupture qui est importante si on veut faire quelque chose. N'est-ce pas, Bernie? Mais si on veut faire quelque chose pour soi, je veux dire, c'est une rupture qui est extrêmement importante. Et je l'ai fait, cette rupture-là, et j'ai commencé à taper à la machine. Et ce premier roman, dont vous connaissez un peu, je ne vais pas le lire dessus, ça s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Je passe à cette deuxième partie où je voulais écrire l'Amérique. Je ne voulais pas écrire, je voulais écrire l'Amérique. Et j'avais compris que le temps de verbe de l'Amérique, c'était le présent de l'indicatif. Il y avait un écrivain qui m'avait frappé, c'était Hemingway. Je me souviens très bien quand je suis rentré avec ma machine à écrire, parce que vous savez, si vous voulez apprendre, prendre des leçons, il faut regarder les enfants, les bébés. Je suis obsédé par les bébés parce que ce sont les maîtres. L'enfant n'obéit pas, il imite. Alors je me suis dit, je vais faire comme eux. Je me suis acheté cette machine à écrire. Et Hemingway a dit que pour être écrivain, il faut avoir un sandwich et une bière à côté d'une machine à écrire. Mais littéralement, je l'ai fait. J'ai placé la bière, j'ai placé le sandwich et je suis assis devant la machine à écrire. Et j'étais vraiment... C'est comme comme ça, tu fais du sport et puis tu veux t'acheter un bon costume de sport. Tu vois, je me sens dans l'affaire. Je n'étais pas encore écrivain, mais au moins, j'avais fait un grand pas et ça disait quel type d'écrivain je voulais être. C'était extrêmement important, ce rituel. Ça disait que je ne voulais pas être un écrivain de l'inspiration, de la phrase filée, l'écrivain de la main.
Je voulais être un écrivain de la machine. Je voulais être un écrivain américain, comme Hemingway. Donc, c'était extrêmement important pour moi d'avoir au moins donc j'avais une grammaire à ma disposition, celle d'Hemingway, un langage à ma disposition et une littérature à ma disposition, cette littérature qui découle d'Hemingway. Alors, c'était quoi? Je suis allé à la librairie m'acheter ces livres qui devaient faire de moi cet écrivain américain avec un arrière-fond haïtien. Alors, il y avait Henri Miller. Je vais vous dire un peu les influences. Miller, parce que c'était important pour moi, parce que Miller était le seul écrivain que je connaisse qui ne souffre pas de mauvaise conscience. Miller, l'image que j'ai de lui quand je lisais ses crucifixions en rose, ses phrases souples, cette façon de ne pas laisser intimider par la réalité, par les choses, et sa vision de la vie qui est tout simplement de s'asseoir vers 2 heures de n'importe quel après-midi à la terrasse d'un café devant un verre de vin rouge, de préférence à Paris, et de regarder passer le monde sans le juger, les méchants comme les bons, les salauds comme les biens, et de les regarder sous un regard presque placide et implacable, avec un sourire amusé, et une foi presque primitive même de cet après-midi qui se déroule sous ses yeux. Ça, j'en avais besoin. C'est comme une sérénité qui tombait sur moi quand je lisais un écrivain qui ne me donnait pas mauvaise conscience. Ça, c'était extrêmement important. Pour la langue, Bukowski. Ce que j'aimais avec Bukowski, c'était d'abord sa technique extrêmement raffinée, parce qu'il écrit dans une langue extrêmement raffinée les choses les plus vulgaires. Et comme cette langue paraît en coup de poing, on n'a pas l'impression que son esprit est fin. On a l'impression que c'est un boxeur qui attaque ses phrases courtes, très vives, mais on n'a pas l'impression que tout est nuancé, tout est extrêmement finement observé. Parce qu'il écrit en 2 temps. Il y a un premier temps où il vous frappe, comme un boxeur qui vous frappe, et un deuxième temps où il nuance par en arrière. D'abord, vous voyez un type, comme il se définit d'ailleurs, il se décrit un gros blanc de 50 ans avec des grosses cuisses et un gros ventre velu. Et après, il te fait rentrer dans son esprit, dans son cœur. Et vous voyez, il te parle de sa petite fille et comment il arrive à lui envoyer des petites robes. Enfin, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez dans un univers, alors que vous n'étiez pas pour vous retrouver au début dans un univers, vous étiez pour vous retrouver dans une langue. Vous croyez qu'il allait faire une langue, et uniquement. Donc Bukowski, je mets de côté. Hemingway lui-même. Hemingway, ce qu'il m'a apporté, c'est une réflexion qu'il a faite d'ailleurs lui-même. Il a vu des gens en train de lire le journal dans le train, et il s'est dit, mais pourquoi les gens s'intéressent tant au journal? Parce que, d'abord, le journal raconte l'histoire du jour. Ce qui est faux, c'est toujours l'histoire de la veille. Hein. Sauf Le Monde, qui met un jour de plus. Hein. Le Monde de mardi paraît le lundi. Le Monde a trouvé la technique. Et puis les magazines aussi féminins qui paraissent à 3 mois. Hein. Les magazines du mois de mai, et ça t'écrit mai dessus, mais vous l'avez en février. Je sais pas, et puis là c'est déjà les bikinis, les trucs comme ça, je sais pas comment ils font pour imposer cela au lecteur. Comment fait-on pour imposer au lecteur? Au mois de février sort le magazine de mai. Donc à part ça, généralement, c'est le journal de la veille ou du jour, et il est fait de nouvelles, et il est fait dans une langue qui, un peu comme on disait dans les James Bond, quand on vous dit, dès que vous aurez fini de lire cela, ça va exploser. Et Hemingway se demande si l'on pouvait faire exactement la même chose, mais avec une langue qui reste. Mais une langue qui donne l'impression de ressembler à la langue du journal. Et qui, par un feu souterrain, constant, de même volume, si l'on peut dire, ou de même
qui finit par tenir, ouais, comme quand on fait des parties, des gâteries, comme on dit, et qu'on met sur la table la nourriture, mais avec un petit feu en dessous, qui le garde, qui le réchauffe constamment. Constamment. Un feu éternel qui fait que le journal du jour peut être lu pendant des années. Ah, je me suis dit, ça c'est intéressant. Mais comment arriver à faire ça? Comment arriver à faire ça? Prendre quelque chose qui vous paraît jetable et en faire quelque chose qui dure. Donc il faut deux choses. Il faut que moi j'en sois complètement, j'accepte cela et il faut que je finisse par convaincre le lecteur de cela. D'où, troisième extrait, la catastrophe. Alors il m'est arrivé un événement extrêmement important qui va me permettre de voir un peu à l'ouvrage où je vais presque devenir le rival de mon vieux maître Hemingway. Comment écrire une catastrophe en présence même de la catastrophe, sur les lieux même de la catastrophe, dans la langue du journal, pendant que tous les journalistes du monde entier sont là, ils écrivent, ils filment, ils radiodiffusent, et que cet événement qui a entraîné la mort de 300 000 personnes et des centaines de milliers de blessés, cet événement peut finir par disparaître, n'a plus de présence dans le monde. Et écrit avec l'espérance qu'un livre peut rester. Donc c'est ça. D'où on peut encore lire Tout bouge autour de moi, j'espère. Et ce livre, j'ai commencé à l'écrire une demi-heure après le séisme, les premières secousses. J'ai commencé à écrire parce que j'ai toujours avec moi mon carnet de notes. Et je suis toujours en train d'écrire et je me suis posé la question tout de suite. Si je suis vraiment un écrivain, je dois écrire. C'est ce que je dois faire. Un médecin cherchera à soigner, une infirmière à soigner, un ébéniste, et moi je suis un écrivain, je dois écrire. Et j'étais dans une solitude sidérante et en même temps, j'allais dire affolante, mais quand même plutôt excitante, d'avoir cette impression que très peu d'écrivains ont eu dans leur vie. J'avais l'impression, et peut-être la certitude, d'être la seule personne en train d'écrire le 12 janvier 2010 à 16h, mettons à 17h05, 17h10. Je crois avoir été la seule personne dans toute la ville de Port-au-Prince, d'ailleurs je le sais puisque d'autres livres ne sont pas sortis, qui était en train d'écrire à ce moment-là. J'ai commencé à écrire parce que je crois toujours que le narrateur ne meurt pas. C'est ce qu'on a appris enfant en lisant. Celui que vous êtes en train d'écrire n'est pas mort. Parce qu'il vous dit il vous raconte une histoire, donc il n'est pas mort. Comme on dit quand quelqu'un dit, vous savez, je vais vous raconter une histoire terrible. Terrible. Et vous savez que c'est pas si terrible puisqu'il est vivant. Eh bien, c'était cela. Alors, j'avais ça en tête. Et j'écrivais n'importe quoi. J'écrivais n'importe quoi juste pour écrire. Et à un moment donné, commence à se former dans ma tête une conscience de ce que je suis en train de faire. Je me suis dit, il faut écrire parce que il n'y a pas de mauvaise conscience à avoir, puisque toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là étaient morts ou avaient raté la mort de peu. Et personne ne peut dire que si vous n'êtes pas mort parce que vous êtes riche, puisque précisément la terre tremble pour tout le monde et tremble encore plus durement pour les maisons les plus solides. Je l'ai écrit dans ce livre. Dès que le séisme est arrivé, je suis allé voir dans les jardins de l'hôtel et j'ai vu que les fleurs étaient restées, alors que les maisons étaient tombées. Et les maisons les plus solides étaient les premières à tomber. Donc si les fleurs restent, si le léger reste et le lourd tombe, ça veut dire que le séisme, cette catastrophe, était peut-être la première chose vraiment démocratique de ce pays. D'ailleurs, tout était tombé. Tout ce qui avait pouvoir était tombé. Le palais national était tombé, le palais législatif était tombé, le ministère des Finances était tombé, la cathédrale de Port-au-Prince était tombée, les écoles étaient tombées,
Le bureau des comptes et contributions, c'est-à-dire des taxes, était tombé. Là, beaucoup de gens étaient contents. Le bureau, enfin, tout était tombé, tout ce qui est pouvoir. C'était vraiment, quand j'ai raconté, il y a un Congolais qui a lu ce livre, il m'a dit, ce que tu décris là, c'est la guerre. Il dit, j'ai lu ton livre, mais je ne l'ai pas lu comme un tremblement de terre, je l'ai lu comme moi, j'ai assisté, j'ai déjà connu la guerre, c'est exactement cela. C'est la guerre, exactement le même mouvement. Et d'ailleurs, c'était fini dans ce petit texte aussi, j'ai fini par le dire, que c'était précisément le même mode de la révolution. C'est ce qu'il faut. Naturellement, la radio était tombée, et la télé était tombée, donc c'est le même monde, on s'empare. La troupe ennemie s'empare des points vitaux de la ville. Et bien c'était exactement ce qui s'était passé dans cette ville, et j'ai commencé à écrire cette histoire. Très simple, j'ai noté les petites choses sans intérêt à première vue, et qui me semblent les choses qui touchent. Par exemple, les projectiles. Une secousse de magnitude 7.3 n'est pas si terrible. On peut encore courir. C'est le béton qui a tué. Les gens ont fait une orgie de béton durant ces 50 dernières années. De petites forteresses, les maisons en bois et en tôle plus souples ont résisté. Dans les chambres d'hôtel, souvent exiguës, l'ennemi, c'est le téléviseur. On se met toujours en face de lui, il a foncé ses doigts sur nous. Beaucoup de gens l'ont reçu à la tête. On n'imagine pas. Et la salle de bain. J'imagine l'effarement de ceux qui étaient dans la salle de bain au moment des premières secousses du séisme. On est à 16h53. Dans les hôtels, précisément, où il y a beaucoup de salles de bain, c'est exactement juste avant de descendre pour prendre le premier punch du soir. 16h53. On a été pris de court, mais ceux qui se trouvaient sous la douche ont dû vivre un moment de pure panique. On se sent toujours plus vulnérable quand on est nu, souvent couvert d'eau savonneuse. Un grand nombre de ces gens, dans leur précipitation, sont partis en oubliant de fermer le robinet. On va avoir le problème de l'eau tout de suite après. C'est cela le plus grand problème. Les choses. L'ennemi n'est pas le temps, mais toutes ces choses qu'on a accumulées au fil des jours. Dès qu'on ramasse une chose, on ne peut plus s'arrêter, car chaque chose appelle une autre. C'est la cohérence d'une vie. On retrouvera des corps près de la porte, une valise à côté d'eux. Où es-tu, chérie? C'est très rare que tous les membres d'une même famille soient réunis au même endroit, au même moment, dans une aussi grande ville, et surtout à une pareille heure, 16h53. On a quitté le lieu de travail, mais on n'est pas encore arrivé à la maison. C'est un moment où l'on ne peut pas savoir avec certitude où se trouve l'autre. Dans une famille où l'on tente de joindre les deux bouts, si la mère est à une place, le père est ailleurs. Jamais les deux au même endroit. Les enfants flânent après l'école. Seuls les vieux parents sont à la maison. Autour de moi, les gens n'arrêtent pas de crier dans leur portable. Où est ton frère? Où est ta sœur? Maman, réponds-moi s'il te plaît. Où es-tu, chérie? As-tu parlé aux enfants? On se retrouve où? Vous finissez par hurler à l'autre, comme s'il pouvait l'entendre. La ligne ne marche plus. On essaie alors d'emprunter l'appareil d'un voisin. Le problème est général. Il déambule en manipulant fébrilement ce mince objet qui les a mis en contact avec un être cher. Il faut imaginer toute une ville où chacun cherche simplement à localiser un parent ou un ami. On crie de plus en plus fort dans l'appareil, on entend de moins en moins l'autre, on s'impatiente, chacun reste muré dans son drame personnel, le langage se résume alors à l'essentiel, puis ce silence. La nuit. La plupart des gens de Port-au-Prince ont dormi cette nuit-là à la Belle Étoile. Les nuits précédentes étaient assez froides. Celle-là est chaude et étoilée. Je n'avais pas dormi à la Belle Étoile depuis mon enfance. Couchés sur le sol, nous ressentons chaque tressaillement de la terre au plus profond de notre être. On fait corps avec la terre. Je pissais dans les bras quand mes jambes se sont mises à trembler, l'impression que c'est la terre qui tremblait. Je me promène un moment dans le jardin, tout étonné de constater que les fleurs les plus fragiles se balancent encore au bout de leurs tiges. Le séisme s'est donc attaqué au dur, au solide, à tout ce qui pouvait lui résister. Le béton est tombé, la fleur a survécu. Le temps. Je ne savais pas que 60 secondes pouvaient durer aussi longtemps et qu'une nuit pouvait n'avoir plus de fin. Plus de radio, car les antennes sont cassées. Plus de télé,
plus d'internet, plus de portable, on a eu le temps de passer de brefs appels à des proches. Ce fut un moment étrange quand on a compris qu'on ne pouvait avoir de contact à distance avec l'autre. Tous les fils qui nous reliaient les uns aux autres étaient maintenant coupés. Nous ne pouvons communiquer qu'avec ceux qui sont à portée de notre voix. Le temps humain venait de se glisser dans les 60 secondes qu'ont duré les premières violentes secousses sismiques. Le lieu. Au moment où c'est arrivé, les gens étaient éparpillés un peu partout, dans les maisons, les grands-parents et les malades, dans les écoles, ceux qui traînaient, car les classes étaient terminées depuis près d'une heure. Dans les bureaux, les meilleurs employés sont souvent les derniers à partir. Dans les supermarchés, ceux qui ont un salaire régulier. Dans les marchés publics qui sont généralement en plein air, cela ne risque rien. Dans les rues, plus de la moitié de la population. Un grand nombre de gens étaient encore pris dans les embouteillages monstres qui paralysent Port-au-Prince aux heures de pointe. Toute cette agitation s'est brusquement arrêtée à 16h53, le moment fatal qui a coupé le temps haïtien en deux. Nous regardons Port-au-Prince avec l'air hébété d'un enfant dont le jouet vient d'être, par mégarde, piétiné par un adulte. Voilà. 5 heures. Vous avez une demi-heure de questions. Oui. Vous parliez la fois dernière de la nécessité d'échapper au spectaculaire pour apparaître. Alors la question est comment apparaît-on quand on évite le spectaculaire? Comment ne pas devenir un monstre et apparaître tout de même? Il faut se laisser aller, il faut faire confiance, j'allais dire, à tout, à la musique du monde. Et il faut faire confiance, pour moi comme écrivain, je dois faire confiance au lecteur aussi. Vous savez, on a tellement frappé fort, on a tellement mis du spectacle, du bruit, qu'on a l'impression que les gens sont sourds, qu'il faut hurler pour qu'ils nous entendent. Mais on n'a qu'à baisser la voix pour voir comment les gens sont raffinés. Moi, je pense, oui, qu'il faut résister à cet appel au bruit, au spectacle, et vous allez voir apparaître, pour moi comme écrivain, les lecteurs qu'on aimerait avoir. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit, les gens qui sont subtils, qui voudraient des choses justes et simples. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais pour moi, c'est s'attacher. Il faut surtout aussi éviter les mythologies. Moi, je trouve que c'est une chose, on en a causé l'autre jour, c'est très important de devenir lucide si l'on veut entendre d'abord sa propre musique. C'est-à-dire d'effacer toute chose qui vous conforte dans l'idée que votre vie est singulière, que vous êtes spécial, que vous faites... Il faut... Je pense que cette énergie que l'on met à effacer cela va créer ce que vous êtes vraiment, et c'est quelque chose qui va vous étonner vous-même. Pour moi, ça a été un travail, et d'où cette expression « être écrivain avant de devenir écrivain ». Pour moi, le premier travail, c'est d'essayer d'enlever tous ces faux semblants, toutes ces choses qu'on a érigées autour de soi pour nous consoler. Parce que si nous voulons nous consoler, nous pouvons, hein. Nous pouvons avoir raison tout le temps, et surtout si nous faisons nous-mêmes le raisonnement. Hein. Mais si nous prenons la peine, juste par respect pour nous, d'essayer de voir les choses et de le mettre dans leur lumière naturelle, et non de mettre cette lumière artificielle de notre logique, de notre raison personnelle là-dessus, imaginez qu'on pourrait être l'autre, c'est ça. J'en parlais l'autre jour, plutôt Jacques m'en parlait, cette idée de ces écrivains comme Zola qui s'enfoncent dans l'autre.
Imaginez qu'on pourrait être l'autre. C'est une opération très très difficile à réussir, mais on devait au moins, ne serait-ce que par respect à soi-même, essayer de tenter cela. Mais et pour moi, si on veut décrire quelque chose autre que soi, il faut commencer par faire un nettoyage personnel autour des mensonges que nous avons nous-mêmes érigés autour de nous. Merci. Hein? Autrefois, il y avait un verre d'eau, mais enfin, c'est une époque finie. Oui. Quand tu as écrit Tu bouges autour de moi, il me semble que le premier texte, juste après le tremblement de terre, c'est un article que tu as publié dans Le Monde. Et donc, comment est-ce que tu fais la différence entre ce qui est du pur reportage, comme ça, et ce qui est de la littérature, comme ton livre? Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture, ou est-ce que c'est la même chose continuée? C'est une intéressante question parce que dans ma tête, je suis un écrivain tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire quand je parle, quand je réfléchis, quand j'écris un article, quand j'écris... dans ma tête, je suis un écrivain tout le temps. Donc je ne fais pas cette différence, et là je le tiens dans mes maîtres, je n'ai pas cité le premier, Borges. On m'a dit qu'il faut dire Borges. Et je n'ai pas cité le premier. C'est-à-dire, quand je lis les interviews de Borges, et je le trouve encore plus écrivain que quand je lis ses textes. Tellement ces interviews sont... Il y a d'abord la précision de la langue, et la fausse précision de la langue, parce que Borges c'est un rusé, il sait très bien que si c'est trop précis, ce n'est pas précis, et ça fait trop écrit, donc il y a tout, et en même temps aussi une sorte de candeur extraordinaire, et qui fait qu'il répond de manière directe et presque candide à des questions extrêmement graves. Par exemple, quand on lui a demandé la question la plus simple, la plus grave, « Parlez-nous de vous, Jorge Luis Borges », il a dit « Je ne sais rien de moi, que voulez-vous? Je ne sais même pas la date de ma mort. » Et quand on voit ça, c'est tout simple et c'est vrai. Et si on lit un livre, on n'a pas terminé le livre, on ne peut pas totalement savoir comment c'est vraiment. Parce qu'il y a des livres qui, à la toute fin, se changent. Et donc, si on ne sait pas ça, si on est au courant de rien à propos de la fin de cette histoire. Donc c'est ça, et j'aime beaucoup chez lui ce qu'il appelle, conjuguer avec des mots simples, une situation complexe. Donc cette langue qui est tout proche du langage parlé, qui est en même temps écrit, il y a une différence. La langue, je la vois. Quand je parle, j'ai l'impression de faire attention, de parler, mais quand je transcris ce que je viens de dire, c'est là que je vois que c'était une langue parlée. Parce que quand je vais écrire, c'est complètement différent. Et la manière de disposer les mots pour avoir le même effet. Enfin, l'effet pour moi, c'est la séduction. Je ne tente pas à convaincre, moi, je tente à séduire. Donc, cet effet de séduction, on ne peut pas l'avoir à l'oral et à l'écrit de la même manière, parce que l'oral bénéficie de la chaleur de la voix, du corps, du compact et du rapport très précis de 1 à 1. Alors que l'écrit fait appel directement à deux choses neuves, à l'esprit directement, et aussi contient le silence. C'est un silence qui parle à un autre silence. C'est un silence qui parle à un autre silence. Et ça, cette chose, cette présence du silence, on ne peut pas l'avoir à l'oral précisément, puisqu'on fait de la voix. Il y a un effet sonore qui arrive. Et il y a dans Borges, qui raconte d'ailleurs précisément cette scène qu'il évoque, qui montre Saint Augustin en train de lire, à haute voix. Ou plutôt, Augustin qui raconte ça dans les Confessions, et il dit, il est allé voir un de ses amis, Anselme, qui deviendra Saint Anselme, tout le monde était saint à l'époque. Sa mère était sainte d'ailleurs, Monique, Anselme, Augustin, enfin, j'ai échappé à ça.
Ah ben oui, être saint, tu t'imagines passer ta vie à entendre des chérubins en train de chanter. Alors, il est allé le voir, et il voit Anselme était assis, et il était en train de lire. Mais c'était une lecture étrange. On n'entendait pas sa voix, sa bouche bougeait, et ses yeux allaient de droite à gauche. Et Borges lui-même, ce qui est intéressant, a remarqué que c'était la première fois qu'on a consigné dans la littérature une lecture silencieuse. Donc, les gens lisaient à haute voix, ce qui prolongeait peut-être la conversation, l'oral, et quand la lecture silencieuse est arrivée, il a fallu une écriture silencieuse pour parler à des gens qui ne liront pas à haute voix. Ce n'est plus, disons, la poésie orale, la poésie du corps. Il fallait une poésie qui va culminer jusqu'à ce Valérie. On ne peut pas être plus calciné comme poésie, plus hors du romantisme. Donc c'est ça à peu près. Et je crois que l'histoire du rapport des gens, du lien des gens avec les livres, est une histoire qu'on peut analyser comme n'importe quelle histoire. Il y a des moments très précis quand l'homme s'est tu pour lire et quand l'homme lisait à haute voix. Ce sont des moments complètement différents. Et moi, je tente, avec des mots les plus quotidiens, de réaliser quelque chose qui deviendra littérature sans se nommer. C'est-à-dire, quand on lit ça là, au début, il n'y a pas de différence normalement. Mais au fur et à mesure qu'on lit, j'ouvre des espaces. Et comme ça, tout petit, de la vie quotidienne, j'ouvre des espaces, et puis à un moment donné, et j'espère, vous êtes pris dans un univers, et vous ne pourrez plus sortir. C'est-à-dire, le monde que je propose vous a enfermé dans sa myriade de détails, dans les réflexions des gens. Les gens commencent à bouger et on n'est plus dans cette évocation et presque comme des projectiles. Parce que ce livre est écrit aussi comme ce qu'a fait le séisme, qui a éclaté la ville. Il est écrit avec des éclats. Et des éclats, et puis à un moment donné, vous voyez, ce que le séisme a fait, il a éclaté la ville. Moi, je sais de reconstruire, de recoller les éclats et en créant un personnage à l'intérieur qui est ma mère, avec sa vie quotidienne qui continue, parce que la vie quotidienne a tout de suite repris après, et le séisme, avec sa vie quotidienne qui continue, et j'essaie de recoller autour de ma mère les éclats, et je crois que c'est là, ça devient, et pour moi, littérature. Denis, Oui. tu évoquais tout à l'heure l'orchestre, etc. À titre anecdotique, c'est lui qui a dit j'ai appris le français en 2 heures dans un train. Nous, on a eu 30 ans pour l'apprendre. C'est vrai que le rapport à la littérature qu'il avait, il était précédé d'une connaissance de la littérature. Alors qu'il était autodidacte, complètement autodidacte. Il n'a pas fréquenté l'université. Et il a tout de même su aller jusqu'à problématiser sa propre écriture. Le rapport qu'il a, enfin le livre de Sable, etc. Enfin, je passe. Ça, c'est uniquement une petite remarque. Mais ma question la question qui me taraude un petit peu depuis tout à l'heure et qui serait destinée, elle poserait plutôt le problème du quelle est ta place dans les lettres québécoises. Est-ce que tu considères que tu as encore un rapport avec les écrivains francophones, bien qu'on soit dans un pays francophone, on n'est pas en France, mais quel est ton rapport en fait avec les écrivains francophones et ta place en tant qu'écrivain, bien entendu, dans les lettres québécoises? Alors je vais répondre sur Borges d'abord. Vous m'avez qui est une façon d'éviter la seconde question. Non, moi je suis sûr que je n'écris pas pour avoir une place, précisément. J'écris pour être. Parce que précisément,
Et il faut déranger les systèmes. Je laisse au système le soin de me mettre dans une case. Je ne vais pas moi-même le faire, ça c'est sûr. J'écris avec des éléments, enfin que tous les écrivains manipulent, et qui me semblent trop vastes. L'amour, la mer, les sentiments, et c'est ça depuis la nuit des temps, et la littérature. Bien sûr, on ne peut pas écrire une littérature qui ne soit pas arrimée quelque part, mais à la question de, vous voyez, votre question, comme toutes ces questions que tout écrivain passe sa vie à y répondre dans sa tête, on ne peut pas y échapper. J'ai dit, si quelqu'un veut savoir quel type d'écrivain je suis, il n'a qu'à venir dans ma bibliothèque. C'est là mon pays, comme écrivain. Il verra ce que je lis. Et s'il fait une description de cette bibliothèque, il fera un très beau portrait de celui qui vit dans cette maison. Et je dirais même que c'est bon pour tout le monde. Je crois que les livres, comme ce sont des objets parlants et écoutants, ils sont vraiment les témoins les plus exacts qui peuvent nous renseigner sur nous. Le mouvement des livres dans une maison et sa place, sa façon de s'éparpiller dans la maison, son absence même d'ailleurs aussi, dans certaines maisons, son absence. Je ne sais pas si vous avez déjà passé la nuit dans une maison où il n'y a pas de livre. J'étais à New York chez un ami et j'étais pris d'une fringale d'alphabet. Et puis j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'avais l'impression que c'était l'enfer. J'ai pas trouvé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, il doit y avoir un livre caché, là, comme, tu vois, un fumeur qui cherche une cigarette, là. Chez un ancien fumeur. Non, j'ai dit, non, on ne la fait pas. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je voulais même pas lire, hein. Je voulais juste de l'alphabet. Voir des choses imprimées, écrites. Pour dormir. Parce que on est des drogués, on ne peut pas dire que c'est pas une drogue. Donc je voulais ça, je n'arrivais pas à dormir, je suffoquais, jusqu'à ce que je comprenne qu'un être humain normal, m'en constitué, ne peut pas dormir dans une maison sans livre. Les livres nous consolent, nous protègent. Les livres sont là, et leur façon de circuler dans la maison disent beaucoup de nous. Vous voyez, il y a des gens qui mettent les livres dans leur salon. Des livres pour montrer qu'ils sont de grands lecteurs. D'autres mettent des livres dans leur salon, même pas pour montrer qu'ils sont de grands lecteurs, des livres qu'ils estiment qu'on peut leur voler. Parce que les gens prennent des livres, hein. Ah oui, asseyez-vous, vous prenez quelque chose, ils vont préparer quelque chose, et puis le type il va, il dit, aïe, ça fait longtemps que je voulais. Il prend ça, parce que personne ne pense qu'il fait une chose mauvaise en prenant un livre, puisque les livres ont des jambes, les livres marchent, les livres circulent. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils se trouvent là. Il y a certains livres chez nous, on s'est dit, mais je n'ai pas acheté ce livre. Eh bien oui, voilà, vous ne l'avez pas acheté. Alors, il faut mettre les mauvais livres au salon, pour que quand ils les prennent, ou bien les livres dont vous avez le double, pour que quand ils les prennent, et pour que ça ne fasse pas un trou. Mais les livres dans la maison, c'est incroyable. Ils identifient la maison. Vous allez dans une maison, vous allez aux toilettes, vous ne trouvez pas de bande dessinée. Vous n'êtes pas chez un Français. Il faut trouver les bandes dessinées dans la toilette, et c'est là qu'on lise tout ça, et vous allez dans la chambre de la personne, mais fouillez sous le lit s'il a des enfants, c'est là que vous trouvez les livres qu'on lit avec une main. Donc c'est les livres, et les livres se cachent dans les armoires. Les livres, il y a des gens qui mettent des livres qui cachent Proust, il y a des gens qui montent Proust. Sarkozy. Oui, Sarkozy cache Proust. Sur la table du salon. Oui, mais donc ça veut dire que ces objets-là parlant, et les livres se parlent entre eux. Ah, moi j'y crois. Ah, moi je crois totalement. D'ailleurs, je me suis levé un soir pour les écouter. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans votre bibliothèque, et à 1h du matin, ouvrez la porte doucement, prêtez l'oreille. Moi, j'ai entendu une engueulade entre Malraux et Céline. Mais une engueulade, parce que moi, je mets les livres n'importe comment. La façon de mettre les livres dans une bibliothèque, vous savez, non, on a une bibliothécaire là, qui me suit attentivement. Là, dis tout. Dis tout. Dans une ville, dans les bibliothèques, les livres sont bien mis. Moi, dans les maisons, chez moi, je mets les livres n'importe comment.
parce que c'est la seule façon de les lire. Les gens qui rangent les livres de telle manière à ce qu'ils peuvent, la nuit, trouver le livre qu'ils cherchent, ne les lisent pas tous. Parce qu'ils vont toujours prendre les livres qu'ils ont envie de lire, puisqu'ils savent où ils sont. Alors moi, quand je cherche un livre, je dis « Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. » Et parce que je cherche un autre. Et je me retrouve debout à commencer à lire, et puis et puis je vois « Oh, mais lui aussi, ils sont tous là. » Et puis là, et puis on trouve, et puis on a oublié sur les livres qu'on était venu chercher. On le trouvera une autre fois, comme ça, par hasard. Donc la façon de disposer les livres, c'est pas par ordre ou par désordre, dit beaucoup de nous et ce que nous voulons de notre bibliothèque aussi. Et puis les livres, bien sûr, on le sait d'ailleurs, quand on va déménager. C'est des conservateurs, ils ne veulent pas quitter la maison, ils sont lourds. Ils sont impossibles, il y en a toujours. Vous avez tout nettoyé, et puis vous voyez un petit paquet de livres dans le coin. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et ils sont lourds. Donc, vous voyez, on n'avait pas autant de livres. Hein. On n'a jamais su qu'on avait autant de livres. Et non seulement là, il faut ajouter aussi les livres des vieilles tantes qui meurent et qui veulent que vous preniez les livres chez eux. Ça m'étonne. Et puis à un moment donné, quand même, jour de pluie, vous descendez dans la cave et puis vous regardez les livres de votre tante et vous avez l'impression, ah bon, elle lisait ça. Le Marquis de Sade. Oh oh, bataille. Oh oh, et puis c'est là qu'on voit, avant, il y avait tous ces livres un peu best-sellers du moment, et puis on n'a pas connu notre tante. Philosophie dans le boudoir, Justine. Oh là là, j'ai raté ma tante. Elle aurait pu m'apprendre des choses. Donc, brusquement, vous découvrez quelqu'un par la bibliothèque qui vous a donné. Donc, vous voyez un peu comment les livres désignent. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens qui font des études sur les écrivains sans aller dans leur bibliothèque pour voir le rapport, puisqu'ils écrivent des livres. Donc, les livres qu'ils ont devraient dire beaucoup d'eux aussi. Leur façon de se comporter avec le livre aussi, hein. Les types, il faut que ce soit dans leur poche arrière. C'est pas beaucoup. Prenez un livre, il faut... Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir sans avoir un livre à la main. Moi, quand j'étais petit, je payais ma sœur. Quand on allait à l'école, je mettais une main sur son épaule et je lisais. Sur la route. 10 centimes. Et j'ai rencontré des amis à New York, ils m'ont montré, et un type, il m'a montré tous les albums de photos de mes classes secondaires. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Je n'ai pas remarqué. Il m'a dit, tu n'as pas vu, je suis assis à côté de toi toujours. Eh bien, le directeur m'a demandé de m'asseoir à côté de toi et de donner un coup de coude quand le photographe va faire la photo. Il a dit, regarde les albums. Je n'ai jamais réussi. Alors je regarde, et puis après, je tombais, je recommençais à lire trop vite. Il dit, tu vois, tu es toujours en train de lire. Moi, je ne savais pas ça. Je n'avais aucune conscience de moi en train de lire. Je suis tissé de livres. Je suis nourri de livres. Et c'est la seule chose qui m'a permis de sortir de cet enfermement du valérien. Et on peut faire ce qu'on veut, me donner une place qu'on veut, mais jamais je n'entrerai de par moi-même dans une case. Cher Bachir. Ça fait 2 fois que vous parlez de consolation. La première s'agissant de l'humilité et du dépouillement du Créateur, et la seconde, je crois, s'agissant des livres qui nous consolent. Alors c'est quoi cette béance? Cette chose que vous cherchez à consoler? Oui, je cherche à être consolé. Je le sens parce que je lis dans le bain, j'ai oublié de le dire, c'est un état extrêmement important. Quand je lis dans le lit, je lis partout, mais dans le bain, exactement pour cette raison-là, avant de venir à la raison psychologique, je ne suis pas très fort, mais je pourrais vous dire les faits, docteur. Et je rentre dans la baignoire, et vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment dans un monde, je suis un aquatique. Et là, je prends les livres les mêmes qui sont des livres de second ordre, ce que j'appelle des livres amis. Ce sont des livres, vous savez, quand vous écrivez, il y a un moment où
on a envie de lire un écrivain moins bien que soi. Ils sont tous meilleurs que nous, là, on passe notre temps à les admirer. Alors quand je me sens pas bien dans ce que j'écris, alors j'ai une dizaine de livres dont j'ai l'impression de parler d'égal à égal, et qui me racontent des histoires sans ambition. Et cela me console de ce moment un peu difficile, où ça ne vient pas, parce que c'est terrible, hein, cette immense bibliothèque, puisque je suis un obsédé par la bibliothèque, et cette immense bibliothèque avec tous ces noms, tous ces gens, tous ces écrivains, toutes ces écritures. Si on est un être normal, il arrive un moment où on se dit, pourquoi ajouter un livre à tout cela? Qui va nous lire? Et pourquoi la personne choisirait de nous lire? C'est pour ça, je l'ai dit souvent, que l'être le plus subversif, c'est le lecteur. Un écrivain, c'est normal qu'il cherche à s'exprimer. Mais quelqu'un à lire un autre, c'est étrange. C'est très étrange. Quand il y a en plus toute cette bibliothèque du monde. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé la question de Bachir. Est-ce que vous êtes un écrivain haïtien? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et la séquence est longue. Haïtien, noir, nord-américain, caraïbéen, antillais, québécois, québécois noir, québécois blanc, américain, noir américain. Et j'avais répondu, je prends la nationalité de mon lecteur. Quand un japonais me lit, je deviens un écrivain japonais. Ça paraît une boutade, mais en réalité, c'est quelque chose à laquelle j'avais bien réfléchi. Et je crois que le lecteur fait un effort, fait un saut de côté plus grand que l'écrivain. Je crois que quand un japonais me lit, il élimine toute la littérature japonaise au moment où il est en train de me lire, ensuite la littérature classique occidentale, et ensuite tous les écrivains qui sont sûrement mieux que moi, et il prend ce livre-là. C'est un miracle. C'est quelque chose d'absolument impensable. Quelqu'un qui est en train de me lire, c'est inimaginable. On n'arrive même pas à lire sa mère qui nous envoie 3 pages de lettres. On lit quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça. C'est inimaginable. Par exemple, j'entends toute cette plainte autour de la lecture. On dit, les gens, on n'écrit plus, on ne lit plus. Ce qui est faux totalement. Jamais on a autant lu dans l'histoire de l'humanité. Jamais on a autant écrit. Ce qui est nouveau, c'est le nombre, c'est la séparation de l'assiette. Et les autres jouets qui arrivent et qui font un peu rivalité avec les humains ont développé tellement de possibilités de s'amuser artificiellement et qui vont à la longue oublier de faire l'amour. Ils ont tellement développé de possibilités de s'amuser artificiellement que certains plaisirs s'étiolent un peu parce que... Mais jamais on a autant lu, jamais on a autant écrit. C'est extraordinaire, cette chose qui se poursuit comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le livre n'a ne rencontre aucun danger. Absolument aucun. C'est d'abord parce que le livre lui-même, comme objet, là, je ne parle même pas de livre e-book, là. Ça. Je parle de ce quadrilatère, là. Ça. C'est l'objet le plus moderne qui soit. Il n'y a pas. Il est arrivé après la technologie, qui a besoin de piles, de toutes sortes de choses. C'est quand on a vu l'échec, toutes les limites du e-book et autres, que quelqu'un a dit, mais pourquoi on ne le fait pas comme ça? On peut l'amener avec soi, on peut écrire dessus, on laisse tomber une tasse de café, ça date, c'est la datation du livre, on met des choses, on met des secrets à l'intérieur, on oublie ce qu'on a laissé comme petit billet là-dedans, c'est un monde
Lui-même, là, sans les lettres. C'est un monde en lui-même. Donc c'est quelque chose d'absolument moderne. Je ne crois pas qu'il y a aucune chance à ce que l'humanité laisse tomber une telle trouvaille. Je ne crois pas. On va ajouter des choses. On peut ajouter d'autres manières de le faire, technologiques, et pour l'accompagner, si l'on veut. Mais cette chose-là, elle est top niveau. c'est top niveau. Alors, je vais pour finir, il me reste 3 minutes. Ce serait pas sympa. Ce serait pas sympa que je ne vous lise pas un petit truc sexuel. La chef du maître, je vous avais promis au tout début de vous lire la chef du maître, et cet aspect-là, vous voyez, je ne perds jamais le nord. Je suis allé prendre le café chez cette dame dans le chic quartier de Debussy, coin boisé, maison discrètement cachée derrière un fourré de bougainvilliers et d'hibiscus, vieille famille bourgeoise dont l'origine remonte à l'époque coloniale. Nous étions tranquillement assis sur la véranda, une brise légère, le soir tombait lentement. Parce que vous, je ne vais pas faire avec la vieille dame, ok. La vieille dame s'amène avec le café, entraînant les pieds, un bruit mou sans consistance, le temps s'étire indéfiniment. Je pense aux montres molles de Dali. Je jette un bref regard dans la grande pièce, le portrait à l'huile, empillé d'un couple étrange près de l'escalier, un grand nègre à côté d'une jeune fille blanche. La vieille dame en face de moi aperçut mon léger étonnement, peut-être même s'y attendait-elle. Ce sont mes ancêtres, dit-elle, du ton de quelqu'un qui a déjà dû raconter cette histoire un certain nombre de fois. Ah bon, fais-je, en cachant mon émotion cette fois-ci. Lui, c'est un ancien esclave, et elle, la fille du maître. Je crois que c'est le seul couple légitime de ce genre, ajoute-t-elle avec une certaine fierté. Donc ils sont mariés. Elle me regarde avec un sourire en coin. Bien sûr. Et c'est lui qui a séduit la fille du maître, j'imagine. Elle sourit de nouveau. Non, c'est elle. Je jette un second coup d'œil sur le portrait. L'homme a un port digne, la jeune femme se sourit avisée, que j'ai bien remarqué 2 fois de suite sur le visage de la vieille dame assise en face de moi. D'après une légende familiale, continue-t-elle, elle l'aurait vu de sa fenêtre. Sa chambre se trouvait à l'étage, lui il était en train de travailler au moulin à canne. J'imagine torse nu et en sueur. Mon aïeul était un homme très musclé, et c'est à cette seconde qu'elle aurait ressenti comme une très forte douleur au bas-ventre. Le déclenchement, si l'on peut dire, de cette terrible passion physique pour cet homme. Une passion obscène, elle en était malade, d'autant plus qu'elle devait cacher ce sentiment démesuré à tout le monde. Une passion interdite par le code napoléonien. De toute façon, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, surtout un corps. Un corps, c'est pire encore qu'un cœur, jeune homme. Ne pouvant plus résister, elle est allée le trouver un soir dans sa case. Salut, Lise. Il paraît qu'ils se sont battus toute la nuit. Il lui résistait, elle était déchaînée. Cette jeune fille si délicate, elle pleurait. Elle le griffait à la poitrine, elle le frappait au visage de toute sa force. Elle l'insultait, elle mendiait une caresse, elle quémandait un baiser. Elle le menaçait de hurler et de faire croire qu'il tentait de la violer. Elle pleurait de nouveau de toutes les larmes de son corps. Elle se déshabillait, elle le suppliait, elle le suppliait. Elle le suppliait de la prendre. Lui, il n'était pas insensible à la luminosité de ce corps fragile, si rare dans la case d'un nègre, mais il savait aussi que s'il cédait, c'était la mort qui l'attendait au lever du jour. Plus il résistait, plus son désir à elle se faisait violent. Finalement, un peu avant l'aube, il entra en elle, et elle hurla tout en enfonçant son poing dans sa propre bouche. Il s'est endormi tout de suite après, sur elle. Et c'est ainsi qu'on les a surpris? Non, elle s'est réveillée quelque temps plus tard avant lui, et ils se sont enfuis. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Imaginez un esclave et une jeune fille blanche. Le maître a voulu le tuer de ses propres mains, mais elle a menacé de se poignarder si on touchait à un seul cheveu de sa tête. 2 jours plus tard, il s'est sauvé seul.
et on l'a repris? Non. Entre-temps, d'autres événements plus graves sont arrivés. La guerre d'indépendance a éclaté, Saint-Domingue était devenu un immense brasier. Dessalines était devenu général en chef de l'armée indigène. Mon aïeul commandait la 22e demi-brigade dans le Nord. Le général Dessalines, comme tu le sais, a mené la guerre jusqu'à la bataille finale. L'armée napoléonienne complètement mise en déroute. Gloire, Saint-Domingue est devenu Haïti le 1er janvier 1804. Mais quand plus tard Dessalines a ordonné le massacre général des Français, son aïeul a vivement intercédé auprès du général en chef pour qu'il épargne la famille de sa belle. Dessalines a longuement hésité, puis il a accepté, sûrement à cause du comportement héroïque de mon aïeul durant la dernière bataille à Vertières. La famille a quitté Haïti sur le premier bateau en partance pour la France, mais la jeune fille a voulu rester pour vivre avec lui. Jolie histoire, n'est-ce pas? Très jolie. Soudain, la jeune fille éclate, la vieille femme éclate de rire. Sais-tu ce que le général Dessalines a dit à mon aïeul en lui remettant la jeune fille dont il venait d'épargner la famille? Non. Elle se remet à rire. Il lui a dit, tu aimes bien la chair du maître. La chair du maître? Oui, c'est ainsi qu'il a désigné la jeune fille. Curieux, non? En effet. Au fond, conclut-elle après un moment, le désir a toujours été le vrai moteur de l'histoire. Vous voulez dire l'amour? Non, insiste-t-elle, le sexe, le furieux désir de la chair du maître. Un long moment de silence. J'ai pris congé. La vieille servante est venue en prenant tout son temps à m'ouvrir la barrière. En la franchissant, j'avais l'impression de pénétrer dans un autre monde, celui du Port-au-Prince d'aujourd'hui. Merci. Pour nous. Et la jeune fille est là. C'est pas drôle, quoi. Tu mets tes lunettes? Je sais pas ce qu'il faut faire. Il t'a dit ce qu'il fallait faire, Zig, là? Oh, tiens, stop. Oh, on off, là. Là, peut-être.